Alors, pourquoi je les appelle le trio témoin? Tout simplement parce qu'ils sont les personnages les plus normaux, les plus proches du lecteur. Regardez. D'un côté, on a le trio principal avec Eren, son titan assoyant et sa volonté typique du personnage du shonen, Armin, son titan colossal et son talent de stratège, et Mikasa, ses descendances et sa force surhumaine. De l'autre, on a le trio des titans shifters, enfin ceux qui en restent, avec Annie, Reiner et Bertolt qui sont des titans shifters. On a encore le trio des vétérans avec les personnages les plus classes de cette série. Erwin, son charisme de major et son courage devant les sacrifices, Angie, son intelligence, son talent de leader et son dévouement total à l'humanité, et enfin Levi, sa force monstrueuse, son côté Ackerman et toute la légende qui lévite au-dessus de sa personne. Et parmi tout ce petit monde, vous avez 3 petits soldats qui ont travaillé dur pour arriver dans les 10 premiers de la promotion et qui n'ont autrement rien d'anormal. Pas de super descendance, pas de transformation, juste eux et leur naturel. C'est d'ailleurs ce que Marco souligne à Jean dans le chapitre 14, c'est bien parce qu'il n'est pas quelqu'un de fort que Jean ferait un bon chef, puisqu'il est capable de gérer les situations en fonction des capacités de chacun. Et d'ailleurs, lorsque Marco tient ses propos, l'image se focalise sur Sacha et Connie en train de pleurer. Donc, même si c'est peu gratifiant pour eux, il s'agit vraiment du trio des normaux. Ils sont témoins parce qu'ils sont toujours présents dans les grands tournants de l'intrigue, même s'ils n'y jouent pas de rôle décisif. C'est d'ailleurs ce que leur rappelle Frock avant le début de la cérémonie dans le chapitre 90. Et ce n'est pas péjoratif pour eux, c'est même tout à leur honneur parce que c'est grâce à leur travail qu'ils ont su se hisser au rang de Titan Shifter ou d'Ackerman. Alors, si le trio principal a l'air condamné, le leur a plus de chances de survivre puisqu'il faut, à moins d'une fin traumatisante comme le souhaitait au début Isayama, quelqu'un pour rester et conclure le manga. Or, c'est leur profil parfait. Nous voulions, au début, vous parler des personnages de Sacha et Connie. Toutefois, pendant la rédaction de cette vidéo, nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas assez d'éléments pour vous proposer des théories vraiment plausibles et potentiellement réalisables. Aussi avons-nous décidé de nous concentrer sur le personnage de Jean pour la partie à venir. Penchons-nous donc sur le cas de Jean. Le plus intéressant avec ce personnage, c'est qu'il est l'antonyme parfait d'Eren, même dans leur progression. Au début du manga, même s'il est assez antipathique, il est complètement normal et s'est engagé pour entrer dans les brigades spéciales et se réfugier le plus loin possible des titans. Eren, lui, joue la tête brûlée et ne jure que par le bataillon d'exploration. Alors déjà, dans leurs vœux d'orientation, ils sont radicalement opposés. Et quand Eren correspond tout à fait au type de personnage déterminé et courageux, Jean est clairement beaucoup plus réaliste et raisonnable. Attendez, réfléchissez 2 petites secondes. Vous vous retrouvez parachuté dans le monde de l'attaque des titans, derrière les murs, et on vous demande de choisir entre les brigades spéciales et le bataillon d'exploration. Si vous choisissez les brigades spéciales, vous aurez au moins la vie sauve pour un temps. Parce que franchement, à moins d'être un titan ou un Ackerman, absolument rien ne vous garantit que vous allez survivre à la prochaine expédition. Eren peut vraiment remercier son père de lui avoir transmis le titan assaillant, parce que sinon l'attaque des titans dès le chapitre 4 s'est plié, basta, on n'en parle plus. Donc Jean est clairement beaucoup plus normal qu'Eren. Et maintenant suivez leur progression à tous les deux. Pleurnicheur au départ quand Eren court au devant du danger, Jean prend peu à peu en maturité alors qu'Eren enchaîne les ratés. C'est vrai, est-ce qu'on peut faire la liste de ses actes héroïques s'il vous plaît? Eren se fait enlever 3 fois, il ne prend que des mauvaises décisions, notamment celle d'écouter Petra. Il provoque énormément de morts et la dernière fois qu'il a risqué sa vie pour sauver quelqu'un d'autre, c'est au chapitre 4 pour Armin. Et nous sommes actuellement au chapitre 93, c'est-à-dire que pendant les 89 chapitres précédents, il a passé son temps à se retourner sur sa pomme. Alors oui, il a rebouché 1 ou 2 murs effectivement, mais bon, Pixis puis Erwin lui ont donné l'ordre, donc voilà quoi. Alors que Jean, regardez-le. On le présente comme un personnage égoïste, encore que, est-ce de l'égoïsme, il y aura matière à discuter. Et c'est à la mort de Marco qu'il commence vraiment à se remettre en question, à réfléchir sur la suite des événements. Il s'engage dans le bataillon d'exploration, mais là encore, ses pensées nous sous-entendent qu'il le fait sans doute pour se prouver quelque chose. Et à partir de là, il devient de plus en plus admirable. Au chapitre 23, un titan féminin qui a l'air intelligent apparaît. Il n'y a avec Jean qu'Armin et Reiner, et si on avait gardé le Jean des premiers chapitres, impératrice de la mission ou non, si ça se trouve, il se serait carapaté et serait retourné dans le centre de la formation. Au contraire, il fait tout ce qu'il peut pour arrêter ce titan. Je me souviens franchement avoir été surprise de son comportement à ce moment-là. Au chapitre 49, alors que le bataillon d'exploration à la poursuite du cuirassé se retrouve dans une horde de titans, Jean sauve Mikasa qui a été attrapé par un titan. Alors peut-être que c'était le pouvoir de l'amour en action, mais dans le tome 14, il s'interroge, il se torture même, pardon pour ce mauvais jeu de mots, à propos de l'usage de la violence contre ses semblables.
Au chapitre 59, pour tester Marlowe, il risque sa vie contre lui et Hitch. Au chapitre 79, alors que toute l'escouade d'Angie a été décimée par le titan colossal et qu'Armin, paniqué, n'arrive pas à échafauder de plan d'attaque, c'est Jean qui essaie de prendre la direction de l'escouade Levi. Au chapitre 83, bon sang, il sauve Annecy de cette espèce de saloperie de titan charrette. Rien que pour ça, j'exige qu'on lui érige une statue faite entièrement d'or et de caramel au sel de Guérande. Et juste avant, il montre qu'il commence à penser comme elle, lorsqu'il lui demande notamment d'épargner Rainer. Et, au chapitre 89, dans le bureau de la reine Historia, qui est-ce qui est assis aux côtés d'Annecy? C'est Jean! Et puis pendant tout le manga, après son entrée dans le bataillon d'exploration, Jean tient le rôle de raisonneur. À chaque fois qu'Eren commence à s'apitoyer sur son sort et sur ses nombreuses mauvaises décisions, ce n'est ni Armin ni Mikasa qui lui redonne courage, mais Jean, et pas en le consolant en lui disant « T'en fais pas mon petit chéri, c'est pas de ta faute », mais en le confrontant en réalité et à ses responsabilités. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que Jean est, à mon sens, le personnage le plus admirable de l'attaque des Titans. Alors, que peut bien lui réserver Isayama? En tant qu'antonyme parfait d'Eren, il sera sans doute celui qui essaiera de le raisonner quand Eren, disons-le, pètera complètement les plombs. Non, parce que Armin et Mikasa ont du mal à lui dire quand il fait une connerie, le petit père Eren, à la limite, ils sont toujours là pour l'encourager, mais quand il s'agit de le rappeler à l'ordre, il n'y a que Jean et Levi qui s'en chargent. Et Frock dans le chapitre 90. Mon Dieu, il fallait que quelqu'un lui dise. Et comme mentionné précédemment, il ne faut pas oublier l'amour que Jean éprouve pour Mikasa, qui n'a plus été clairement mentionné depuis le tome 3 ou alors vaguement rappelé de temps à autre. Par exemple, la magnifique dark phase de la mort pleine de subtilité que nous offre l'épisode 25, ou encore ce que dit Jean lorsqu'il sauve Mikasa au chapitre 49, non pas elle, et puis lorsqu'il est jaloux au début du tome 14 quand il accuse Eren d'épier Mikasa. Je sais que le couple Mikasa et Jean n'est pas le plus apprécié, mais je pose simplement la question. Pourquoi Isama aurait-il intégré cet amour à son histoire si celui-ci devait disparaître silencieusement et dans l'indifférence générale? Et surtout, s'il devait disparaître dès le tome 3, pourquoi Isama aurait-il disséminé quelques petits pics de rappel ici et là? Il y a de très fortes chances que Mikasa et Jean se rapprochent à la fin. Maintenant, reste à savoir s'ils connaîtront carrément un happy end. Peut-être même, peut-être, ce n'est qu'une hypothèse très réfutable, peut-être que Jean pourrait carrément devenir le prochain major du bataillon d'exploration s'il arrivait malheur à Annecy. Car dès le début, Marco annonce les aptitudes de commandement dont fera preuve Jean par la suite. Son expérience grandissante et sa maturité font qu'il se rapproche de plus en plus de ses supérieurs, les vétérans. C'est lui qui, dans le tome 15, fait part de ses doutes à Levi et assiste à sa prise de responsabilité avec Marlowe et Hitch. Dans le chapitre 83, on voit que sa parole compte auprès d'Annecy, car c'est lui qui obtient qu'elle épargne Rainer. Et puis mince quoi, regardez-le, dans le chapitre 89, siégé aux côtés d'Annecy. Là, il a pris le relais de notre regretté Moblith. Et il deviendra certainement chef d'escouade par la suite parce que le bataillon d'exploration ne peut pas reposer uniquement sur l'escouade Levi. Bref, Jean prend de l'importance au fur et à mesure qu'il gagne de l'expérience. Il monte en grade. Et comme Levi n'est pas excellent en travail collectif, il ne pourra pas vraiment devenir majeur s'il arrive quelque chose à Annecy. Mais c'est là que cette hypothèse coince. Déjà, il faudrait qu'il arrive quelque chose à Annecy. Et on verra tout à l'heure comment on peut envisager la fin du manga pour elle. Ensuite, étant donné que les titans autour du mur ont disparu, le bataillon d'exploration va sans doute changer profondément sa composition, voire disparaître à son tour. Et surtout, j'ai beaucoup de mal à envisager Levi sous les ordres de Jean. Bref, il y a sans doute davantage de quoi être optimiste à propos de l'avenir de Jean. Enfin, optimiste, c'est un bien grand mot dans un manga comme l'Attaque des Titans. Et de toute manière, si jamais il meurt, d'abord je pleure beaucoup et ensuite ça voudrait dire que Mikasa porte la poisse à tout son entourage. Alors, après nous être bien étendus sur les deux vétérans, abordons deux personnages sur lesquels nous avons beaucoup moins d'éléments, et donc pour lesquels nous sommes bien moins sûrs de ce que nous allons vous dire. Il s'agit du duo des shifters, Rainer et Annie. Duo parce que... Angie, c'est quoi ce texte? Il est hors de question que je me réjouisse de la mort de Bertholdt. En quoi ça pose problème? Tout le monde se réjouit de la mort de Bertholdt. Voilà, désolé de cette interruption, proprement. Alors, évidemment, comme pour Eren et Armin, il serait plus facile de déterminer le destin de Rainer et Annie. En tant que shifter, ils sont tous les deux condamnés au bout de 13 ans. Comme ils ont dû obtenir leur pouvoir un an plus tôt qu'Eren, ils ont moins de marge que lui. Alors, comment vont-ils passer leurs derniers mois? Malheureusement, comme tout à l'heure avec Sacha et Connie,
Nous n'avons pas assez d'éléments à propos d'Annie pour essayer de pronostiquer la façon dont elle va se finir. Après tout, on n'est même pas sûr qu'elle sortira un jour de son cristal. Vous savez ce qu'Isayama répond quand on lui demande ce qu'il adviendra de notre grand-nez préféré ? Tant et si bien que nous ne parlerons ici que de Rainer. Alors cette partie, elle a été rédigée un peu plus rapidement que les autres, parce que l'écriture de cette vidéo, elle avançait plutôt bien et on allait commencer l'enregistrement. Puis là, le Scan 94 est sorti et on a appris énormément de choses sur notre grand costaud. On allait enfin pouvoir réaliser une prévision un peu plus claire sur lui. Et étant le shifter du Titan cuirassé, non seulement nous savons qu'il est condamné par la règle des 13 ans, mais en plus, les derniers chapitres parus ont présenté toute une ribambelle de petits morveux qui étaient tous susceptibles de dévorer également Rainer. Il n'est donc plus la menace que craignaient Eren et toute la troupe. Preuve en est sa réapparition au chapitre 92. Souvenez-vous, au chapitre 91, on l'aperçoit le temps d'une case et juste lorsqu'on mentionne le fait que le cuirassé va changer de porteur. Donc on ne parle pas vraiment d'un Rainer en pleine forme, puisqu'il va se faire dévorer légalement sous peu. Mais nous apprenons également avec le dernier scan que Rainer ne trouve sa place absolument nulle part. Il a un énorme problème, c'est qu'il n'arrive pas à se trouver une identité claire et nette. Il n'a nulle part où se sentir chez lui. Au chapitre 94, Isayama fait naître le soupçon que le père de Rainer est un Mar, alors que sa mère est une Eldienne continentale. Ce qui fait que le jeune garçon ne connaîtra jamais son père. Rainer serait donc un bâtard. Oh, c'est trop méchant ça. Mais non, enfin, pas ce sens péjoratif, mais le premier sens du terme bâtard, le sens historique, l'enfant né hors mariage, c'est-à-dire l'image même de l'enfant à qui il manque une partie de son identité. Prenez une image de bâtard dans la littérature, par exemple, et vous verrez qu'il est tôt ou tard question de ses origines manquantes. C'est ce défaut d'identité qui fait que la mère de Rainer le pousse à se rapprocher des Mar. Il y a un vide à combler. Quand il aura réussi les tests militaires et sera devenu un titan shifter, il obtiendra l'appartenance au peuple Mar. Rainer prend cet objectif très à cœur. Regardez comment il se précipite dans les bras de sa mère pour lui faire part de ses réussites. Sa discussion avec Berthold nous apprend même qu'il est prêt à renoncer à sa vieillesse, à cause de la règle des 13 ans, pour devenir un titan shifter et enfin appartenir au Mar. Nous avons l'occasion d'assister au chapitre 95, fraîchement sorti, à la seule rencontre entre Rainer et son père. Or, on ne peut pas dire que l'accueil soit franchement chaleureux. Et pourtant, malgré cette expérience pour le moins gênante, Rainer et sa mère continuent de penser qu'il suffit de réaliser l'exploit de libérer les Eldiens des oppresseurs de l'île du Paradis pour qu'enfin ils puissent s'être réunis et former une famille. Imaginez-vous la situation de ce petit bonhomme, qui n'a pas de père et qui pour combler ce manque doit se rapprocher du peuple qui martyrise le sien. Rainer tente dans sa jeunesse d'appartenir au Mar, mais cela signifie tourner le dos à ses origines eldiennes, et donc au peu d'identité qu'il avait encore. Il n'a pas d'origine précise établie, il n'a pas de peuple dont on peut dire que c'est le sien. Il renonce au peu de choses qu'il avait pour obtenir autre chose qu'il n'aura de toute évidence jamais. Ah bah oui, même les titans shifters sont considérés comme inférieurs aux Mar. Regardez dans le chapitre 91 comment les officiers Mar ne supportent pas la prise d'initiative des Eldiens. Et comment, dans le chapitre 93, Sieg est obligé de demander la parole et de ne garder aucun secret pour les Mar. Les titans shifters ne sont pas et ne seront jamais vus comme des Mar. Ils restent des Eldiens capables de se transformer en titans et de massacrer des centaines d'humains. Ils sont et demeureront des monstres aux yeux des Mar. C'est ce que dit très bien le petit Yuyo dans le chapitre 93. Il y a une frontière infranchissable entre les Eldiens et les Mar. Donc Rainer poursuit une chimère, et pour cette chimère, il donne tout ce qu'il a dans son entraînement. Lorsqu'il parvient à devenir le titan cuirassé, c'est pour renoncer à sa vieillesse, pour se condamner à mourir au bout de 13 ans. Et ces 13 années, il ne pourra pas les passer auprès de ceux qu'il aime, puisqu'il doit s'exiler sur l'île du Paradis, sur laquelle vivent les monstres dont on lui a décrit la cruauté depuis son plus jeune âge. Or, sa mission exige que pour retrouver le titan originel, sans éveiller les soupçons, il s'intègre parmi les Eldiens, qui plus est dans le milieu militaire où le danger de mort renforce les liens entre camarades. Rainer va vivre 5 ans et se lier d'amitié avec ceux qu'il a pour mission de massacrer. Et il se prend au jeu, il devient le frangin de la promo comme le dit Eren au chapitre 42. Il joue un personnage, sans doute Marcel, le frère de Gaillard, comme l'indique celui-ci au chapitre 93. Pendant 5 ans, Rainer a joué celui qui se sentait chez lui.
Et pourtant, il ne cesse de répéter à Bertolt « Quand tout cela sera fini, nous pourrons rentrer chez nous ». Mais il n'a pas de chez lui. Rainer ne s'est jamais senti chez lui nulle part. Par ailleurs, le chapitre 95 nous apprend que Marcel, le frère de Gaillard, et auquel Ymir a dérobé le pouvoir du titan mâchoire, est intervenu pour que Rainer devienne le cuirassé à la place de Gaillard. Cela signifie que Rainer n'a même pas sa place parmi les titans shifters. Il ne devrait même pas être avec Annie et Bertolt, auprès de qui on l'a pourtant toujours connu. Il est rejeté absolument partout. Mais le chapitre 94 nous apporte un nouvel élément. Rainer semble prendre du recul par rapport à ce qu'il a vécu. Le fait même qu'il soit montré en train de se rappeler son enfance et sur son obsession à devenir Amar nous prouve qu'il a acquis une certaine lucidité sur lui-même et sur ce qu'il a toujours cherché. On dirait même qu'il n'accorde plus d'importance aux Mar ni aux Eldiens. Car alors qu'il est réputé pour sa loyauté, rappelez-vous ce qu'il a dit à Falco à la fin du chapitre 93. Il le pousse à supplanter Gabi afin d'hériter du titan colossal et de la protéger. Pour une raison qui nous échappe, il éprouve une affection particulière pour cette jeune recrue et on dirait même qu'il souhaite la protéger davantage que servir Mar. Or, Gabi est l'alter ego d'Eren. Ces deux personnages sont à la fois identiques et ennemis mortels, car ils veulent l'un comme l'autre la disparition pure et nette du camp adverse. Ils ont tous les deux une colère qui risque à tout moment de virer à la folie meurtrière. Eren et Gabi risquent donc de s'affronter, peut-être plus tôt que prévu si cet individu est bien Eren, comme beaucoup de personnes le soupçonnent. Et Rainer s'interposera certainement pour protéger non pas les Mar, mais Gabi. Et même si cela ne se déroule pas ainsi, Rainer se trouvera forcément entre Eren et Gabi lorsque ces deux-là seront confrontés l'un à l'autre. Il y a donc de très fortes chances pour que Rainer se rebelle contre un monde dans lequel il n'a jamais trouvé sa place et pour qu'il se dévoue entièrement à la protection de Gabi. Voilà, la vidéo touche à sa fin, il était temps quand même. Bien entendu, nous n'avons pas déblayé la moitié des choses qui restent à éclaircir avant la fin de la série. Il reste de très nombreux points obscurs auxquels nous pouvons consacrer encore plus de temps. Par exemple, quelle est cette langue que Grisha semble être le seul à comprendre au chapitre 86 ? Cela a-t-il un rapport avec la capacité d'Eren à contrôler les titans sans être en contact avec du sang royal ? Ou bien avec le groupuscule religieux qui a porté Ymir sur le devant de la scène alors qu'elle n'était qu'une orpheline parmi tant d'autres ? Quel est ce fameux 9e titan qui a enfin été mentionné dans le tout frais chapitre 95 et qui est la famille qu'il a en sa possession, la famille Téber? Que va-t-il advenir d'Annie? Pourquoi Udo ressemble-t-il autant à Angie? Comment se fait-il que Sieg sache que Levi est un Ackerman? D'ailleurs, pourquoi a-t-il transformé les villageois de Rakago en titans? D'innombrables questions pour un manga qui entame le dernier quart de son histoire. Une chose est sûre, nous ignorons encore beaucoup de choses à propos de l'univers de ce manga d'anthologie, qui nous promet certainement encore de nombreux sursauts et surprises. Alors, dernier petit mot. Vous aurez peut-être été un peu dérouté par certaines déductions, parfois poussives, voire pourquoi pas carrément tirées par les cheveux au cours de cette vidéo. Et c'est vrai que nous avons grandement interprété à partir de tout petits détails. Mais souvenez-vous que toute œuvre de fiction est pensée par un auteur. Quand un mangaka ou bien un romancier ou un cinéaste réfléchissent à leur projet, ils font des choix précis. Ils vont mettre en scène tel passage de telle manière, ou bien favoriser un personnage par rapport à un autre dans tel extrait. Des choix qui répondent toujours à l'objectif moteur de l'œuvre. Et c'est valable dans des choses très générales comme le scénario ou le héros ou la thématique abordée, comme dans des détails extrêmement précis, comme le choix de ce mot plutôt qu'un autre, ou la position de la lumière sur telle image. Prenons des exemples complètement différents, et le premier va plaire aux lycéens. Pourquoi pensez-vous que Flaubert a intitulé son roman Madame Bovary? Non, ne partez pas tout de suite! S'il vous plaît, restez un peu, c'est presque fini. Parce que ce titre, après analyse, dégage toute l'ironie qui parcourt son ouvrage. En tant que lecteur, lorsque nous voyons les mots Madame Bovary, nous supposons directement qu'il désigne Emma. Mais techniquement, il existe 3 Madame Bovary. La mère de Charles, sa première épouse qui meurt dès le 2e chapitre, d'ailleurs on dirait un peu Eren, et enfin Emma. Donc l'individualité du personnage principal est balayée dans le titre même du roman dont elle est censée être l'héroïne, et c'est d'autant plus cynique de l'avoir désignée par le nom de son mari dont elle exècre la médiocrité. Dès le titre de son roman, Flaubert choisit de nous annoncer que l'on va passer notre temps à tourner la pauvre Emma en dérision grâce au nom qu'elle porte malgré elle. Allez, prenons un exemple complètement différent, allons dans le coin de Disney. Souvenez-vous de l'ouverture du dessin animé Tarzan, le clip Entre deux mondes. A priori, c'est une chanson d'exposition classique, on découvre les protagonistes,
Tarzan enfant d'un côté, et de l'autre ses parents Kala et Kardjak. Oui, parce que même s'il fait sa tête de mule, Kardjak est quand même un gros bon papounet poilu. Or, si vous observez bien les passages d'un plan à un autre, plus précisément les fondus, vous apercevrez que plusieurs fois les images superposent les parents biologiques de Tarzan et Kala et Kardjak. Le sourire de Monsieur Tarzan père se retrouve dans celui de Kardjak, et lorsque Kala lance son bébé en dehors du cadre, ce qui est affreusement cruel et complètement anti-pédagogique, c'est bébé Tarzan qui rentre et retombe dans les bras de Madame Tarzan mère. Cela nous permet d'y voir un parallèle entre les vrais parents de Tarzan, mais qu'il va perdre, et les nouveaux à qui il ne ressemble pas, mais qu'il va rencontrer et avec lesquels il va grandir. Ils ne sont pas de la même espèce, et pourtant ils sont étrangement semblables. Donc, dès la chanson d'exposition du film, la thématique principale de toute l'œuvre, à savoir la distance et en même temps la proximité des deux familles de Tarzan, est traitée jusque dans la manière dont les plans changent. Vous pensez bien que si les animateurs Disney avaient bêtement découpé les scènes de manière saccadée et sans lien connexe entre elles, l'effet aurait changé du tout au tout. Là, depuis quelques secondes, vous plissez légèrement des yeux et vous vous demandez ce que Madame Bovary et Tarzan viennent faire dans une vidéo sur l'attaque des Titans. Et à vrai dire, en fait, pas grand chose. C'est davantage un bel exemple de ma grande faculté à faire des hors-sujets monumentaux. Mais, de cette manière, vous pouvez vous rendre compte de l'importance à accorder au choix de l'auteur. Que ce soit pour quelque chose d'aussi large que le titre d'une œuvre, ou bien un détail aussi précis qu'un changement de plan, que ce soit pour un classique littéraire ou pour un bon Disney des années 90. Découvrir une œuvre, c'est parcourir les choix que l'auteur a fait en l'élaborant, car les choix sont toujours faits pour des raisons précises. Et comprendre une œuvre, c'est notamment comprendre les raisons pour lesquelles l'auteur a fait tel ou tel choix en particulier. Ainsi, Isayama a pris des décisions. Par exemple, il a imaginé l'amour que Jean éprouve pour Mikasa. S'il a fait ce choix, c'est pour une raison précise, peut-être totalement différente de celle que nous avons énoncée dans cette vidéo. Et de même, si Isayama a décidé de cristalliser Annie, c'est bien parce qu'il compte la faire réapparaître, ou bien parce que son état jouera un rôle dans la suite des événements. Sinon, s'il ne comptait pas, par exemple, mettre en scène le retour de notre grand-mère préféré vers la fin du manga, il aurait fait en sorte qu'Annie meure après la seconde confrontation avec Eren. Parce que clairement, au point où nous en sommes actuellement, Annie aurait pu mourir au chapitre 33, ça n'aurait rien changé du tout. Tous les choix qu'Isayama fait créent une cohérence de l'œuvre, une unité que nous ne sommes pas encore capables de percevoir, faute de connaître la fin. Nous ne pouvons donc qu'échafauder des théories à partir de ce que nous connaissons, à partir des détails plus ou moins minutieux de l'histoire et de son écriture, détails que nous analysons et interprétons. Pour réussir à prédire les événements à venir de l'attaque des Titans, nous devons comprendre ses fonctionnements en tant qu'œuvre de fiction, son sens, et ainsi imaginer des fins en accord avec ce que nous a pour l'instant offert Isayama Sensei. Et c'est sur cette belle conclusion que nous achevons cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Toute l'équipe de la page Facebook L'Attaque des Titans France s'est donnée à fond pour pouvoir vous offrir le meilleur contenu possible. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Que pensez-vous de ces théories? Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste pour la fin de ce manga? Comment imaginez-vous la conclusion pour vos personnages préférés? Dites-nous si vous trouvez nos théories plausibles ou si, au contraire, vous vous attendiez à quelque chose de radicalement différent. Et faites-nous aussi savoir si la forme de la vidéo vous a plu, si vous en espérez d'autres, mais s'il vous plaît, soyez indulgents. Nous sommes débutants sur YouTube et vous n'imaginez pas à quel point le montage a été un casse-tête. Si cela vous a plu, laissez-nous un petit pouce bleu qui fera plaisir, partagez, et si cette première vidéo a du succès, nous essaierons de vous en créer d'autres sur de nouveaux sujets. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et à bientôt tout le monde!